avec Eric, une fois que Natacha nous a bien éclairé sur les mesures qui agissaient directement sur le revenu de la vendange 2022. Donc, c'est vrai que tu as vu des mesures à effet immédiat, en fait, sur ce revenu 2022. Nous, avec Eric, on a essayé de réfléchir à des pistes qui nous permettaient d'influer sur le plus long terme, c'est-à-dire sur le plus long terme, moyen et long terme, sur la fiscalité et l'assiette donc de l'exploitant. Alors certes, à court terme, ça n'est pas aussi efficace qu'une DEP, mais cependant, ça peut procurer des avantages durables sur l'entreprise et avec en premier lieu, bien entendu, le choix de la fiscalité de votre entreprise. Et je dis donc, c'est-à-dire le choix de la fiscalité, soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés. Alors, je dis volontairement votre entreprise. Pourquoi? Parce que depuis le 15 mai 2022, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, entreprises individuelles ou sociétés, c'était déjà, évidemment, ça existait depuis longtemps, vous le savez, mais toutes les entreprises individuelles, donc si vous êtes, tu nous avais dit qu'il y avait des remontées et des demandes sur l'optimisation également des structures qui étaient en exploitation individuelle, toutes les entreprises, depuis le 15 mai 2022, peuvent opter et s'assujettir volontairement à l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas le thème aujourd'hui, puisqu'on y reviendra quand on aura les commentaires de l'administration fiscale. Ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais ce que je vais dire sur le choix de l'IS ou sur ce qu'on va dire sur le choix de l'IS ou de l'IR vaut également désormais pour les entreprises individuelles. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, ici, moi, je ne reviendrai pas. Là, c'est ça. La flèche. Oui, mais je l'ai fait. Non, pas. C'est là. Là, voilà. D'accord. Donc, nous, par rapport à cette introduction donc un peu plus générale sur la fiscalité et l'organisation de l'entreprise, je ne reviendrai pas par rapport à ce qu'a dit Natacha dans un premier temps sur les caractéristiques de l'IR. Simplement, évidemment, vous savez que si vous êtes à l'impôt sur le revenu, la caractéristique, c'est qu'on cotise sur la totalité du résultat, quels que soient les prélèvements effectués par l'associé. Donc, mais on bénéficie des dispositifs spécifiques IR dont a parlé Natacha il y a un instant, la DEP, la moyenne triennale, l'étalement du revenu exceptionnel, etc. Donc, fiscalement, on bénéficie de certains avantages. Au niveau social, on cotise sur la totalité du résultat, à comparer avec la fiscalité à l'IS, où certes, cette fois-ci, on ne va cotiser que sur la rémunération que va s'octroyer le dirigeant. C'est la particularité, c'est-à-dire que socialement, on va pouvoir, entre guillemets, maîtriser l'assiette sociale du dirigeant, puisqu'il va être imposé sur la rémunération qu'il va s'octroyer et éventuellement sur une partie de ses dividendes. Je dis éventuellement, là encore, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, ça dépend du montant de ce qu'il va se distribuer. À partir de là, s'il se distribue une partie de ses dividendes, donc il aura cotisé sur sa rémunération, éventuellement sur une partie de ses dividendes, et à partir du moment où il va vouloir se distribuer ses dividendes, il va également acquitter un impôt qui sera soit depuis donc maintenant 2018 le PFU, soit alors il a une option, si c'est plus intéressant, au barème progressif avec un abattement de 40%. Donc si on est dans des tranches élevées, on aura intérêt à opter au PFU, qui est une imposition au taux unique de 30%. D'accord ? L'avantage à l'impôt sur les sociétés, c'est qu'on bénéficie sur la rémunération d'un abattement de 10% socialement et fiscalement. Alors souvent on l'oublie, cet abattement de 10%, mais il est relativement important et c'est souvent celui-là qui vient, on va dire, accentuer la différence et l'avantage de l'IS par rapport à l'impôt sur les sociétés dans les études qu'on pratique. Il faut le spécifier parce que c'est une réalité, c'est un avantage qui existe socialement. À la MSA, quand on dépend de la MSA, ça n'existe pas quand on relève du RSI. L'avantage et l'abattement des 10%, il n'existe que fiscalement. Voilà. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, juste pour ajouter… Oui, je t'en prie. C'est vrai que historiquement, on avait en tête que les entreprises qui étaient fiscalisées à l'IS pour réduire, je dirais, les cotisations sociales, en avaient plutôt tendance à avoir une rémunération faible et des distributions. Mais aujourd'hui, ce système-là
il a été inversé déjà depuis quelques temps, hein, puisque aujourd'hui, les dividendes sont repris pour partie dans l'assiette sociale. Donc, on n'a pas forcément intérêt à distribuer forcément que du dividende. Et le fait qu'on ait au niveau des entreprises agricoles un abattement de 10% sur les rémunérations, ben finalement, ça fait que pour un même revenu distribué, on a plutôt intérêt à passer par de la rémunération plutôt que par des dividendes. Hein, voilà. Bon, ça, c'est un petit aparté. Alors, avant de te rendre la parole, juste une petite remarque. Les plus-values de cession lorsqu'on se retrouve dans une entreprise à l'IS sont toujours imposables. Bon, ça, c'est quand même un des points, je dirais, qui peut être négatif pour certaines entreprises. Donc, effectivement, donc vous avez bien compris. Alors, c'est pas une formation à l'IS, on a vraiment très peu de temps. C'est pour vous dire que dans les pistes de réflexion sur la structuration, effectivement, il y a une fiscalité globale qui peut être l'IS avec ses caractéristiques. Les revenus, effectivement, de la société, le résultat de la société sera taxé au taux de l'IS, au taux de 15% jusqu'à 38 120 et au-delà 25%. Ça, c'est la caractéristique. Et si on ne distribue pas, justement, les dividendes auxquels on pourrait prétendre, la fiscalité s'arrêtera là. D'accord? Donc, c'est effectivement une politique de capitalisation qu'on va aller chercher lorsque l'on bascule à l'IS. Et comme le disait Eric il y a un instant, la particularité et l'inconvénient de l'IS, c'est que si je suis dans une entreprise qui renouvelle fréquemment son matériel, je ne pourrai jamais bénéficier de l'exonération sur les plus-values lors de la cession parce qu'elles sont toujours imposables. Je n'ai pas de mécanisme d'exonération qui me permette de pouvoir en être exonéré. Donc, ça c'est si tu veux présenter. Oui, alors voilà, donc pour illustrer un petit peu le propos, ici on vous présente, alors sur un revenu brut de 100 000 euros, puisqu'on se place dans un contexte d'année avec un revenu important, lorsqu'on est à l'IR, les prélèvements obligatoires, vous voyez, ils se traduisent un petit peu de cette manière-là. Quand on part tout à gauche, on a un revenu brut de 100 000 euros. Là-dessus, on va avoir de la CSG. Alors là, les calculs sont faits comme si on avait un résultat qui soit stable tous les ans, 100 000 euros, parce qu'en réalité, les cotisations sociales sont appelées sur les bénéfices des années précédentes et l'impôt est calculé sur le résultat de l'année. Là, on fait l'hypothèse que tous les calculs sont faits en assiette annuelle. Donc, ce qui veut dire que si on était dans une période où les revenus sont stables. Eh bien, vous voyez que pour un revenu brut de 100 000 euros, on a, et si les 100 000 euros sont attribués à une seule personne, on a 9 100 euros de CSG, on a 19 000 euros de cotisation sociale, et quand on déduit des 100 000 euros bruts les cotisations sociales et la part de CSG qui est déductible, on arrive à un bénéfice agricole net de 74 600 euros. Sur un bénéfice agricole net de 74 600 euros, on aura un prélèvement en IRPP de 17 100 euros, en sachant que les calculs, là, ils ont été faits dans un contexte d'un couple marié avec 2,5 parts et qui dispose de 25 000 euros d'autres revenus. Donc, globalement, quand on cumule tout ça, on s'aperçoit que les prélèvements totaux vont représenter 45 000 euros sur un total de revenus de 100 000 de revenus bruts agricoles et 25 000 d'autres revenus. Donc, sur un total de 125 000 euros, vous avez 45 200 euros de prélèvements obligatoires totaux, soit 36%. Alors, si on est dans un système d'IS, le mécanisme va être assez différent. Vous voyez qu'on part également d'un résultat brut toujours de 100 000 euros. Si on fait l'hypothèse que l'exploitant s'est attribué une rémunération nette de 24 000 euros, 2 000 euros par mois, c'est vraiment, on va dire, le minimum vital pour une rémunération, eh bien, la société prendra en charge la rémunération nette majorée des cotisations sociales à hauteur de 15 300 euros. Donc, globalement, cette société se retrouvera avec un résultat soumis à l'IS de 60 700 euros. Sur 60 700 euros, la société paiera de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, donc pour 12 000 euros, et il restera 48 700 euros de bénéfices de la société.
Donc, les associés réunis en assemblée générale prendront la décision de se distribuer toute ou partie des dividendes. Sachant qu'on peut faire ce qu'on veut. Voilà. On peut tout capitaliser, Voilà. tout distribuer. Et là, on est parti sur l'hypothèse. Voilà. Là, à titre d'exemple, on a pris une distribution de 50% des revenus. Donc, 50% de 48 700, c'est 24 350. Sur 24 350, le PFU va s'appliquer et globalement, vous voyez que les prélèvements obligatoires, ils vont s'élever à 35 300 €, alors que dans la même situation à l'impôt sur le revenu, vous auriez eu 45 000 € de prélèvements obligatoires. D'accord? Donc, une différence quand même assez importante, mais cette différence finalement, elle pourrait même être plus importante si on n'avait distribué aucun dividende, puisque dans ce cas-là, on pourrait avoir des prélèvements obligatoires de l'ordre de 26 000 €. Je ne vous le projette pas, mais j'ai fait le calcul et je l'ai en tête. Et par contre, si on distribuait 100% des résultats, on aurait des prélèvements obligatoires autour de 43 500 €. Hein? Donc finalement, l'IS, c'est très intéressant, notamment lorsqu'on capitalise une partie des revenus dans l'entreprise. Mais si l'entreprise est en phase d'investissement, en phase de développement, elle aura de toute façon besoin des sommes correspondantes pour se développer. Donc les sommes seront nécessairement laissées à disposition de l'entreprise et dans cette situation-là, autant payer le moins possible de fiscalité. Voilà. Donc après, au cas par cas, bien entendu, il faudra analyser les intérêts et les contraintes de l'IS dans chaque structure. Donc on va voir après. Juste une petite précision, c'est qu'on a fait aussi cette simulation sur un revenu, et on l'a comparé à un revenu à l'IR qui n'était pas optimisé, c'est-à-dire sans DEP, sans moyenne triennale, oui, etc. On pourrait, voilà, il faut aussi. Voilà. Il est certain que si vous êtes dans une situation, et on va le revoir après dans les slides, mais si vous êtes dans une situation à l'IR dans laquelle vous bénéficiez d'une partie d'exonération des plus-values, eh bien c'est vrai, ou de la totalité de l'exonération des plus-values professionnelles, selon le type d'entreprise et le mode, je dirais, de fonctionnement, le passage à l'IS et le fait de perdre l'exonération des plus-values, ça aura des conséquences plus ou moins lourdes. Donc pour certains, ça ne sera pas un écueil et on pourra quand même opter à l'IS parce que tous les avantages seront supérieurs aux inconvénients. Et dans d'autres situations, les inconvénients peuvent être supérieurs aux avantages et dans ce cas-là, il faudra chercher une autre solution. Je veux dire, il n'y a pas de recette miracle qui s'applique à toutes les situations. À chaque fois, il faut analyser la situation de chacun. Alors, donc, vous avez bien compris ce qu'on vous disait tout à l'heure en notre introduction, c'est-à-dire que là, on va se poser la question du choix de l'IR ou de l'IS, que je sois en entreprise individuelle ou que je sois en société. Hein, désormais, c'est possible dans les deux cas. Donc, on peut avoir ce premier choix de se dire, je reste à l'IS ou j'opte à l'IS et je ne garde et je ne fais qu'une structure. Je n'ai qu'une structure unique, soit elle est à l'IR, avec les mécanismes dont on parlait tout à l'heure, soit elle est à l'IS avec les mécanismes dont on vient d'expliquer et qui va regrouper finalement l'activité globale. Je vais avoir évidemment la simplicité de fonctionnement, hein, soit dans mon entreprise individuelle, soit dans ma société. Je vais m'éviter la démultiplication des coûts et des contraintes administratives relatives effectivement à la démultiplication des structures. Je vais, si je n'ai qu'une seule structure, et notamment à l'IS, privilégier la transmission. Là aussi, je ne rentre pas parce que sinon, on a encore, là c'est pareil, on fait des formations d'une journée là-dessus, mais sachez que en matière d'IS, la transmission à titre gratuit, elle est privilégiée, c'est-à-dire qu'on ne génère en général pas de plus-value dans le cadre des donations. Hein, donc, c'est une fiscalité privilégiée puisqu'on ne va avoir à acquitter que des droits de donation qui, en général, se trouvent dans la tranche à 20%. Attention, par contre, si je suis dans une optique de revente de mon entreprise, à terme, la fiscalité, par contre, à l'IS est moins attrayante, globalement, que celle de l'impôt sur le revenu. Là aussi, ça fait partie des choses que, si jamais vous vous posiez la question, des choses qu'il faut évidemment réfléchir avec votre conseiller avant de faire une quelconque option ou un quelconque changement. Alors, ce qui va évidemment être déterminant pour l'IS et les circonstances qui vont être déterminantes pour l'IS, que ce soit en termes d'inconvénients ou en termes d'avantages, c'est la présence, si jamais j'opte à l'IS et que j'ai dans ma structure, alors là, effectivement,
ça suppose d'avoir une société, des comptes courants associés créditeurs. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, si je veux disposer de dividendes et de la trésorerie de l'entreprise, il va falloir que je me distribue. Et donc, on a vu tout à l'heure que c'était une fiscalité qui était à minima de 30%. Ou en tout cas qui était en général de 30%. Ce n'est pas à minima puisque je peux avoir moins si j'opte, si c'est plus intéressant. Si j'opte pour l'abattement de 40%. À partir de ce moment-là, si j'ai la présence de comptes courants associés créditeurs dans ma société, ça veut dire que j'ai une dette de la société envers moi en tant qu'associé, puisque j'ai laissé de l'argent à disposition de ma société. Eh bien, ça veut dire que si ma société a la trésorerie pour pouvoir me rembourser mon compte courant, je vais pouvoir éviter la case distribution et donc la case PFU et pouvoir prélever sur mon compte courant associé sans passer par la case fiscalité. Donc, évidemment que l'option à l'IS avec la présence de compte courant associé créditeur est un élément très important. De la même façon que là, à l'inverse, la situation au regard des plus-values à l'IR, ce que vient de dire Eric, est déterminant. Si je suis exonéré en tant qu'associé exploitant des plus-values et que j'ai une situation à terme, je dois céder mes parts dans 2 ans, je dois partir à la retraite, etc., ou je veux céder mon entreprise, évidemment qu'en situation d'exonération à l'impôt sur le revenu, l'IS peut s'avérer défavorable. Donc, ces 2 critères-là vont être des éléments essentiels sur la fiscalité, non seulement de l'option à l'IS, mais évidemment sur la fiscalité future de l'associé. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et puis, évidemment, je peux réfléchir à garder une structure, une seule structure, mais je peux aussi me dire, je garde une structure et éventuellement j'opte à l'IS, et je vais coupler cette fiscalité à l'IS de ma structure avec, par ailleurs, une entreprise individuelle assujettie au micro-BA. Très brièvement, le micro-BA, c'est nouveau, hein, c'est depuis 2016. On a la possibilité désormais, pour les entreprises individuelles à l'impôt sur le revenu qui relèvent des bénéfices agricoles, de pouvoir, si elles ne dépassent pas 85 800 € de chiffre d'affaires, de bénéficier d'une fiscalité extrêmement simplifiée et de ne se voir imposer que sur 13% de son chiffre d'affaires, 87% d'abattement. Donc, pour pouvoir avoir le bénéfice de cette fiscalité, vous avez vu, j'ai un seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Donc, ça veut dire que pour calculer ce seuil, si je suis en structure actuellement à l'impôt sur le revenu, ben, je vais être obligée de faire le total de mes recettes à l'IR. Donc, là où je vais pouvoir avoir un intérêt, c'est de cumuler une structure à l'IS avec un micro-BA à côté parce que je ne vais pas aller cumuler les chiffres d'affaires. L'IS va faire écran et je ne vais aller rechercher que ma structure, les recettes de mon entreprise individuelle. Ce qui fait que ça donnerait ça hein, à peu près, c'est-à-dire que j'aurais ma structure, ma société d'exploitation à l'impôt sur les sociétés qui exploiterait et qui aurait mon activité agricole partielle ou globale à l'IS, avec éventuellement à côté une exploitation individuelle au micro-BA qui exploiterait directement, ou alors moi en tant que propriétaire qui louerait par bail à métayage et qui, si je suis inférieur à 85 800 €, peut bénéficier du micro-BA. Donc, là aussi, ça c'est un deuxième axe de réflexion, soit je suis à l'IR ou à l'IS, soit alors je commence à démultiplier mes structures, je garde une structure d'exploitation à l'IS et je sors une partie de mes surfaces à l'impôt sur le revenu au micro-BA où je deviens bailleur à métayage, ou je suis bailleur à métayage et je bénéficie du micro-BA. Après, effectivement, on peut aller un peu plus loin dans la réflexion. On était sur une seule structure ou alors une seule structure à l'IS avec une structure à l'IR. Ben, je peux aussi me dire, je garde ma structure à l'IR, ma société, là ça suppose que je suis en société, et je vais aller chercher un petit bout d'IS via la constitution d'une société qu'on appelle une société holding. Et une société holding, c'est quoi comme société? C'est une société qui devient associée de ma propre société. Au lieu d'avoir un associé personne physique, je vais avoir une société qui devient associée. Cette société-là, je vais l'assujettir à l'impôt sur les sociétés. Donc,
elle va être à l'impôt sur les sociétés et ça va me permettre d'avoir effectivement de mon schéma de départ qui était ma SCEA, monsieur, madame à 50-50, eh bien, je vais avoir monsieur, madame qui sont toujours dans la structure et je vais lui attribuer, alors là, je ne rentre pas dans les considérations, hein, mais qui sont liées au statut du fermage et à certaines contraintes dans lesquelles je ne rentrerai pas, ma société qui me détiendra maximum 49% du capital de ma structure. Et cette société-là étant à l'IS, là aussi, je ne rentre pas dans les détails, je vais avoir 51% de mon résultat qui va être déterminé selon les règles de l'impôt sur le revenu et qui va pouvoir bénéficier des avantages dont a parlé Natacha tout à l'heure, des mécanismes propres aux bénéfices agricoles, et là, ce petit bout-là, qui sera assujetti à l'IS et qui ne subira pas les cotisations sociales. Donc, j'aurai 49% de mon résultat qui va échapper aux cotisations sociales et qui sera donc assujetti à l'impôt sur les sociétés. Pardon. Ah oui, pardon, tu as raison. Comme ça, tu restes devant la caméra. Je reste devant la caméra, tu as raison. Donc, effectivement, hein, là, je passe très rapidement. Donc, nous, on va aller chercher effectivement ce… alors, attends, c'est ici. Hein, vous voyez, c'est ici. Là, voilà. Nous, on va aller chercher ce point-là, hein, organiser la fiscalité avec un IS partiel en conservant l'IR. Bien entendu, avant de passer à ça, il faut vous assurer avec votre conseiller que que l'équilibre familial va être conservé, que on n'est pas dans un abus de droit dans le schéma qu'on va mettre en place, etc., etc. Il y a plein de évidemment de facteurs à analyser avant la mise en place de ce type de montage. Alors là, c'est ce que j'étais en train de vous dire. La société holding permettra de partager les bénéfices pour une fiscalité en partie à l'IR et en partie à l'AIS, et qui permettra de façon là encore très schématique, hein, peuvent entraîner un différentiel de fiscalité immédiate de l'ordre de moins 30% selon la fiscalité personnelle des associés. Sur les bénéfices non distribués. Hein. Donc, c'est bien ce que je vous expliquais tout à l'heure dans l'IS global, c'est le même principe. La société holding présentera un intérêt dès lors que les revenus qui lui seront attribués seront capitalisés. Et c'est pour ça qu'en général, la mise en place de la société holding, elle intervient en parallèle d'un projet d'investissement, que ce soit un projet d'investissement matériel, bâtiment, achat de foncier, parce que quelque part, pour pouvoir capitaliser dans des revenus dans la société holding, eh bien, il faut qu'on ait un financement à mettre en place. Voilà, donc on ne rentre pas dans le détail, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe dans, je dirais, dans la majorité des situations. Alors, évidemment, hein, juste pour terminer sur ce point et sur les incidences fiscales à analyser avant la mise en place, c'est que au-delà de l'avantage fiscal et social que peut représenter la mise en place d'une société, donc holding dans votre société, elle peut en plus vous permettre, si vous êtes taxable actuellement en plus-value, parce que votre quote-part de chiffre d'affaires est supérieur à 250 000 €, eh bien, la mise en place de la holding, comme ça va être un nouvel associé qui va être assujetti à l'IS, elle aura son propre, j'allais dire, son propre chiffre d'affaires qui va lui remonter à l'IS, et là, on n'en parle pas, c'est fiscalisé BIC-IS. Et donc, du coup, mécaniquement, votre propre quote-part en tant qu'associé exploitant va diminuer et donc, potentiellement, peut redescendre en dessous du seuil des 250 000 €. Donc, on peut ou pas. Hein, ou pas, selon les situations. Selon les situations, mais ça peut en plus vous permettre de redescendre en dessous du seuil d'exonération des plus-values. Mais à contrario, c'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est que si je cède du matériel, on disait il n'y a pas de mécanisme d'exonération si je fais une cession de matériel à l'impôt sur les sociétés. Et bien, du coup, la fraction de plus-value qui sera afférente à la société holding et qui va revenir à l'associé personne morale holding, celle-là ne pourra pas bénéficier de l'exonération. Donc voilà, on a l'avantage d'un côté et éventuellement l'inconvénient de l'autre. Alors, il y avait, tu voulais peut-être parler juste, ça on peut peut-être… Si. Moi, je pense que c'est important. Circonstances de mise en place, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on vous parle essentiellement des mécanismes d'optimisation fiscale et sociale, mais si on va dans un schéma de type société holding, on ne peut aller dans un schéma de société holding pour des raisons uniquement d'optimisation, parce que sinon,
on prendrait le risque que l'administration fiscale remette en cause le schéma. Et finalement, il faut que derrière l'objectif d'optimisation, il faut aussi qu'on ait des objectifs, je dirais, économiques, financiers. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on met en place des sociétés holding en parallèle, comme je vous disais tout à l'heure, de projets d'investissement. Et la société holding va venir faciliter le financement des investissements. Donc ces investissements, ils peuvent être réalisés à titre personnel, ils peuvent être réalisés par la société d'exploitation ou ils peuvent être réalisés par la société holding elle-même. Alors aujourd'hui, on est là pour parler plus de la fiscalité. Donc on ne va pas s'étendre sur les moyens et les mécanismes qui permettent de mettre en place la société holding, parce que ça, c'est quelque chose qu'on étudie au cas par cas. Quoi qu'il en soit, un petit exemple pour vous montrer, j'ai un besoin financier à titre personnel parce que j'ai un propriétaire bailleur qui me vend des terres. Il faut que je les achète parce que c'est moi qui les exploite et je ne veux pas perdre la surface ou des lignes. Je suis en SCEA ou en SCEV. Et ben, je mets en place une société holding et j'ai en fait dans la société j'ai des comptes courants d'associés créditeurs, c'est-à-dire que la société me doit beaucoup d'argent. C'est souvent le cas dans les entreprises viticoles parce que la contrepartie du stockage des bouteilles, eh bien la contrepartie, elle est souvent par un compte courant d'associés créditeurs important. La société a besoin de beaucoup d'argent, et bien finalement, ce sont les associés qui laissent cet argent à disposition de la société pour permettre la constitution d'un stock de 4 années de bouteilles, par exemple. Donc, si je suis dans cette situation, la société holding qu'on peut avoir constituée ou qui était déjà préexistante va pouvoir faire un apport au capital dans la SCEA. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on a pu pour avoir ici, là, voilà. La société holding va contracter un emprunt. Elle va apporter l'argent en capital à la SCEA et la SCEA va pouvoir, avec cet argent, rembourser les comptes courants d'associés des personnes physiques qui pourront à leur tour financer leur achat, leur investissement foncier personnel. Et on va se retrouver comme ça avec notre société holding qui va détenir une partie du capital de la SCEA. Et comme vous disait Anne tout à l'heure, en général, pour des questions de statut du fermage, mais aussi pour d'autres questions, on va généralement limiter la prise de participation de la holding à 49%, même si ce n'est pas une règle absolue, mais c'est quand même le plus souvent ce qui se passe. Donc vous voyez que là, la société holding est mise en place pour des raisons économiques, financières, et elle permet de financer un investissement qui, pour autant, est bien un investissement personnel, puisque c'est bien les personnes physiques qui achètent les terres pour pouvoir ensuite les louer à la société. Si on prend maintenant un exemple avec la construction d'un bâtiment, cette fois-ci, donc l'investissement sera réalisé par la société, donc je vais aller vite parce que le temps passe. On a un investissement à faire, donc on est dans une société monsieur et madame, eh bien on va pouvoir financer, là encore, là l'investissement, vous voyez, il est fait par la société d'exploitation. La holding est mise en place, elle réalise un emprunt, là encore elle fait un apport en capital pour prendre une participation, et l'argent apporté par la société holding va servir directement à la SCEA pour financer son bâtiment. Et on va se retrouver avec notre SCEA dont le capital sera partagé entre les personnes physiques et la société holding, et on va pouvoir bénéficier de l'IS sur une partie du résultat. Les conséquences, donc là je ne reviens pas dessus, je vous l'ai expliqué, le financement. Voilà, dans un exemple, donc là dans l'exemple que je viens de vous montrer, un couple marié avec un enfant à charge, donc 2,5 parts de quotient familial. Dans l'exemple, on avait retenu 11 000 € d'autres revenus et 5 000 € de revenus fonciers. Et là, j'avais comparé en bleu les prélèvements obligatoires payés par la famille si le bâtiment était construit par la SCEA et financé de manière classique par un emprunt. Et en orange ou en jaune, les prélèvements obligatoires si le bâtiment est construit toujours par la SCEA, mais financé par un emprunt réalisé par la société holding, qui prend 49% des parts de la société.
Et vous voyez que le différentiel, il est quand même important puisqu'on est de l'ordre de 12 000 € de différentiel de prélèvement obligatoire dans la situation avec holding par rapport à la situation sans holding. Alors bien entendu, j'insiste là-dessus, la société holding, d'abord c'est à étudier de manière précise au cas par cas et ça sera généralement mis en œuvre en parallèle d'un projet qui va nécessiter des besoins de financement. Voilà, sinon, avant de passer la parole donc à Philippe, juste 2 ou 3 pistes de réflexion. Et parmi les pistes de réflexion, donc, et là pour répondre à la problématique d'un bénéfice de la vendange 2022 qui risque d'être relativement conséquent, la possibilité de modifier la date de clôture. Alors bien entendu, pour toutes les entreprises, et elles sont quand même relativement majoritaires, dont la date de clôture, elle est déjà au 31 juillet pour des viticulteurs ou au 30 juin, eh ben, je dirais que cette option-là ne fonctionne plus puisqu'elle a déjà été utilisée précédemment. Mais pour les entreprises qui ont une date de clôture à l'année civile, alors octobre, ça pourrait être aussi des 31 octobre, on a la possibilité de modifier la date de clôture pour la ramener par exemple au 31 juillet. Et donc finalement, si on fait un exercice en 2023 du 1er janvier au 31 juillet, on n'aura pas de vendange dans l'exercice et on va dégager un bénéfice fortement diminué. Donc je vous montre un petit peu les conséquences. Donc là, on a pris l'exemple d'une société. Alors, on a pris volontairement des chiffres assez élevés pour montrer un petit peu ce que ça peut donner. Ça peut être le cas dans certaines sociétés et ça peut correspondre au bénéfice de plusieurs associés. Hein. Là, c'est pas forcément le bénéfice d'un seul associé. Ça peut l'être, mais ça peut également être le bénéfice qui est ensuite partagé entre plusieurs associés. Donc, si vous avez une société qui, à la vendange 2022, réalise un résultat un petit peu exceptionnel de l'ordre de 170 000 €, on sait qu'en 2023, on se projette avec une appellation un petit peu en baisse, mais qui resterait quand même élevée, un résultat donc encore élevé. Et puis, à partir de 2024, on reviendrait à un bénéfice, je dirais, plus courant. Si on reste à l'année civile, eh bien, en 2022, on va déclarer 170 000, en 2023, 140 000 et en 2024, 120 000. Maintenant, si on change la date de clôture, en ramenant la date de clôture du 31 décembre au 31 juillet, par exemple, pour un exercice d'une entreprise viticole, eh bien, le résultat brut dégagé en 2023 dans lequel on n'aura pas de vendange, il va s'approcher de 0, hein, puisque finalement, on aura 6 mois de charge, enfin 7 mois de charge du 1er janvier au 31 juillet, et on n'aura pas de vendange. Donc finalement, le bénéfice de la vendange 2023, il va se trouver décalé sur l'année 2024 et le revenu de la vendange 2024 qu'on aurait pu déclarer en 2024, on le déclarera sur l'année 2025. Finalement, le décalage d'exercice, on décale d'une année les bénéfices, on les reporte en avant. Donc l'avantage, vous voyez ici que si on regarde la situation au titre de l'année 2023, alors l'assiette sociale ne sera pas modifiée la première année parce que la MSA, elle appelle les cotisations sur les années qui précèdent. Par contre, l'assiette fiscale, elle passerait de 112 000 € à 65 000 €, donc une diminution conséquente de l'assiette fiscale. Et pour l'année 2024, on aurait à la fois l'assiette sociale qui serait diminuée de 112 000, elle passerait à 65 000, et l'assiette fiscale qui passerait de 110 000 à 76 000. Alors là, les exemples sont faits en cumulant le décalage d'exercice et l'application de la moyenne triennale fiscale. Globalement, la comparaison des deux situations, vous voyez en bleu les prélèvements obligatoires en maintenant la date de clôture au 31 décembre et en orange les prélèvements obligatoires en modifiant la date de clôture et en la ramenant au 31 juillet. Globalement, on a un différentiel sur toute cette période de 59 000 € de diminution des prélèvements obligatoires dans l'exemple présenté. Voilà, donc ça c'est une mesure. Alors bien entendu, elle est
elle se limite aux personnes dont la clôture est encore au 31/12 ou au 31 octobre. Très efficace. C'est peut-être encore 30% des dossiers, mais objectivement, la majorité des dossiers sont plutôt au 30 juin ou au 31 juillet. Voilà, donc je crois que… Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Il y avait juste encore une petite… Ah oui, pardon. Bah, je te la laisse, celle-là. Bon, si tu veux. Vas-y. Donc, effectivement, attention. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? Oui, attention, effectivement, hein, sur l'organisation de la fiscalité, ce qu'on a mis, évidemment, avec le chiffre d'affaires que vous avez eu au titre de cette année. On va avoir éventuellement… excusez-moi. En conséquence, on va avoir une augmentation du chiffre d'affaires de la vendange 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir anticiper ça et étudier les pistes de réflexion au regard de ce qu'on vient de dire. Pourquoi? Pour anticiper sur un arrêt d'activité, sur une vente de matériel, sur éventuellement une constitution de holding pour diminuer le chiffre d'affaires. Alors, on a parlé de la holding, mais la holding, on peut aussi réduire le chiffre d'affaires autrement en agissant sur le statut du conjoint. Le statut du conjoint qui est peut-être associé dans l'exploitant, c'est peut-être aussi réfléchir à lui changer de statut, à ce qu'il devienne exploitant pour ne plus aller rechercher que la quote-part de son chiffre d'affaires ou de ses enfants, mixer l'IR-IS ou les holdings. On peut aussi, toujours dans les pistes de réflexion, réfléchir à une entreprise de travaux viticoles dans laquelle on va scinder le chiffre d'affaires et puis avoir l'activité prestation dans une structure qui viendra générer des BIC, non pas du bénéfice agricole. On peut aussi, si on est entreprise individuelle, se poser la question du passage en société à l'IR ou à l'IS pour pouvoir derrière réamortir. Bon, voilà, on a toutes ces pistes de réflexion qui sont extrêmement classiques, hein, mais qui sont quand même encore très efficaces. Et puis, on disait tout à l'heure, éventuellement avoir 2 BA si on est marié et qu'on a des exploitations qui sont autonomes, scinder les exploitations avec la mise en place d'un, voire 2 micro-BA, si effectivement on a la possibilité de démontrer que les exploitations sont bien autonomes. Donc en fait, on a des pistes de réflexion qui au titre de sont multiples et qui nous permettent d'aller explorer fiscalement, socialement et puis Alors toutes ne peuvent pas s'appliquer à toutes les situations, mais souvent on arrive toujours à trouver certains éléments qui peuvent s'appliquer aux uns ou aux autres. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Dans le chat, j'avais vu une question. J'ai pas entendu. L'abattement de 10%. Sur les rémunérations. C'était. La rémunération, est-ce qu'il y avait éventuellement une remise en cause à venir? Alors, en fait, l'abattement de 10%, il faut savoir que c'est une vieille, c'est vraiment une très très vieille mesure. Avant, moi, quand je suis arrivée, il y avait un abattement de 10% plus une réfaction de 20%. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et ben, cette réfaction de 20%, elle a disparu. Il était question, en effet, il y a 4 ou 5 ans, c'était, ça a circulé, l'idée de la suppression de cet abattement de 10%. Pour moi, ça a disparu et c'est pas dans les tuyaux de cette année, en tout cas. Mais après, je ne lis pas dans le mar de café. Hein. Non. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?